Quelques mots peut-être de présentation, effectivement. Heu, j'ai, la 1re chose qu'il faut que j'indique, c'est que je suis de confession catholique et que je suis mariée à un homme protestant et que ma belle famille est protestante je suis revenue à la foi catholique, d'une manière un petit peu, plus, importante, au moment de ma scolarité à l'ENA. Donc comme quoi, l'ENA mène à tout, c'est bien connu. J'ai essayé du coup, de m'engager pleinement, pour, la liberté d'enseignement, qui me paraît essentielle en France, tant du point de vue pratique que spirituel, pédagogique, culturel et politique. J'ai créé d'abord, en 2005, l'association Créer son école. C'est donc une association dont je suis, la présidente, depuis cette époque-là. Et cette association a pour but très simple d'aider les personnes à créer des écoles, libres. Et donc en France, il se trouve que lorsque vous créez une école libre, c'est hors contrat. Et donc tout est fait pour accompagner, référencer, conseiller, défendre, former, soutenir, les gens qui créent des écoles avec un pluralisme assumé. Il y a des créateurs qui sont, chrétiens, d'autres qui sont non confessionnels, d'autres qui ont des projets très laïques, voire laïcards tous ces gens très variés en fait, se fréquentent dans le cadre des événements que nous pouvons organiser. Et après créer son école, j'ai créé en 2007-2008 la Fondation pour l'école, qui est une fondation d'utilité publique, que j'ai développée pendant une petite dizaine d'années et que j'ai ensuite quittée, dans des conditions un peu compliquées, estimant qu'elle avait fait l'objet d'un double dévoiement, aussi bien sur l'objectif global, que sur la gestion et un certain nombre de pratiques qui me paraissaient vraiment contraires, disons au droit et à ce que les bienfaiteurs étaient en droit d'attendre. Donc j'ai quitté cette fondation j'ai créé, donc c'était en 2019 et j'ai créé, dans la foulée, Éduc France, qui est un organe qui est rattaché à Créer son école, qui est un organe d'information et de lobbying, pour la liberté d'enseignement, mais avec une volonté, de toucher les gens de manière très variée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler, c'est pas les Français parlent au français, ce n'est pas les ayatollahs du hors contrat qui parlent aux ayatollahs du hors contrat. L'objectif, c'est vraiment, de mettre à disposition de toutes les personnes qui s'intéressent à la liberté d'enseignement, eh bien, des informations qualifiées sur ce qu'on peut en faire, sur la manière dont ça se présente à l'étranger, sur l'actualité éducative, sans avoir cette obsession, statocentrée qui est propre à la plupart des agences de presse spécialisées sur l'éducation en France. C'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à ce qui se passe dans l'enseignement libre, notamment à l'étranger. En France, on s'intéresse à ce qui se passe en innovation, dans l'instruction en famille. On essaie vraiment d'apporter, des informations, pour libérer un peu, du carcan, le paysage éducatif français. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir participer le 18 juin dernier, ça ne s'invente pas, à la création d'une nouvelle fondation qui s'appelle la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Une fondation qui a été accueillie à l'Institut de France et donc qui bénéficie de la présidence de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos, mais aussi du soutien en fait, des différentes académies, si on peut dire, et en tout cas d'un conseil scientifique de haut niveau constitué de personnes assez éminentes, très qualifiées, avec une vraie expérience scientifique, disciplinaire, qui doivent vraiment apporter un éclairage et des compétences pour ce travail, qui est encore un travail dédié consacré à la liberté d'enseignement, mais sous un angle un peu différent, puisque l'objectif, c'est d'associer quelque part la tradition et l'innovation, ce qui est assez banal en soi, mais c'est globalement d'essayer d'associer l'idée qu'il est absolument vital aujourd'hui de transmettre la civilisation française, dans sa dimension chrétienne notamment, mais dans sa dimension aussi globale, hein, comme un tout, et que pour arriver à transmettre la civilisation française, il est nécessaire en réalité de réaliser des innovations parce qu'on est dans un tel choc culturel ou économique global qui fait que ça devient difficile de transmettre de manière conséquente
nos savoirs, enfin les savoirs universaux, notre culture et notre civilisation européenne, chrétienne, occidentale et française. Et une chose aussi que nous essayons de valoriser, c'est l'accessibilité sociale des écoles ou des structures ou des innovations que nous soutenons, de manière à ce qu'il y ait une égalité, si on veut, en tout cas qu'il y ait une accessibilité sociale de tout ça, parce que c'est dû à tout le monde et pas simplement à ceux qui en ont les moyens. Et puis, un parti pris pour le développement du sens de l'entreprise, le sens des responsabilités. Parce que ce qui m'a frappé en 15 ans d'expérience de soutien aux écoles, c'est qu'on avait soit des écoles assez bonnes pour transmettre la culture classique dans son exigence académique, je pense notamment aux écoles de religieuses catholiques traditionnelles, par exemple, qui maintiennent un très haut niveau académique en français, en latin, en grec, en histoire, niveau qui n'a rien à voir avec le niveau des écoles publiques, par exemple, même les meilleures. Et d'un autre côté, on a des écoles très portées sur l'innovation pédagogique, qui font des projets, qui sont capables d'avoir une insertion économique ou des liens avec des enjeux culturels contemporains. Mais souvent, dans ces écoles, se perd complètement la capacité à transmettre ce qui fait notre richesse culturelle européenne et française. Et donc, je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver un moyen d'associer les qualités des différentes écoles que je vois, mais que j'ai jamais vues réunies. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir encourager le développement d'écoles qui soient vraiment ambitieuses d'un point de vue culturel et civilisationnel, et qui transmettent sans rougir tout ce que le christianisme a apporté intellectuellement, culturellement, spirituellement à la France et au monde, et en même temps qui transmettent un esprit de prise de responsabilité, d'initiative et une forme comment dire, de facilité pour s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui. Pas forcément un monde idéal dans lequel on ne trouve jamais moyen de s'insérer, mais d'être prêt à défendre, à promouvoir, à faire vivre sa culture, sa foi dans le monde tel qu'il est, d'une manière qui soit conquérante en quelque sorte. Non pas militante, mais positive, conquérante, avec un esprit de responsabilité comme on trouve souvent aux États-Unis, mais qu'on a du mal à trouver en France. Donc voilà un petit peu l'esprit de ce qui anime la Fondation Kairos, et donc nous faisons aussi bien des colloques. Nous avons fait malheureusement 2 jours avant l'assassinat de Samuel Paty un colloque sur l'islamisme et l'école, ce que peut faire l'école pour prévenir l'islamisme. Le prochain colloque sera le 28 janvier, je crois, sur l'école rurale, comment assurer l'avenir de l'école rurale. Et il y aura un colloque en 2021 sur l'éducation manuelle, l'instruction manuelle et au sein de l'enseignement professionnel, comment revaloriser l'intelligence de la main et la formation à ces métiers. Alors, pour venir maintenant au sujet tel qu'il est, je suis obligée, je pense, d'être assez, disons, synthétique sur l'aspect juridique, parce que si on fait une conférence sur la manière de créer une école hors contrat, c'est une conférence à part entière, et puis pour tous les gens qui n'ont pas spécialement le projet de créer une école, je pense que ça sera un petit peu indigeste. C'est quelque chose, vous trouvez l'essentiel des informations sur le site Créer son école, donc créer à l'infinitif-son-école.com. Puis nous avons des parcours pour accompagner les créateurs d'écoles et les mettre en réseau avec des gens qui auraient des parcours assez similaires. Donc l'idée, je pense, c'est plutôt de revenir à peut-être une prise de conscience de la dignité éminente qu'a la liberté d'enseignement, et la manière dont on peut peut-être la faire vivre plus, et la manière dont on peut peut-être changer notre attitude par rapport à cette liberté. Donc, la liberté d'enseignement, elle a plusieurs volets. Et c'est parfois un peu le problème. Elle a bien sûr, le premier volet, c'est de pouvoir choisir l'école de son choix. Le deuxième volet, c'est de pouvoir choisir soit d'aller à l'école, soit d'instruire ses enfants par soi-même ou bien avec l'aide d'un précepteur. Mais côté professeur, c'est aussi de pouvoir enseigner en conscience, en choisissant les mots, les idées, les œuvres à étudier, les connaissances qui paraissent justes en conscience.
Et donc, pour le fondateur d'école, c'est aussi dans une logique de liberté d'entreprise de pouvoir fonder des écoles. Et on peut être assez, frappé par le fait qu'en France, finalement, on crée toutes sortes de choses, mais pour créer une école, on sent qu'il y a des verrous. On sent que c'est pas créé pour renouveler l'offre scolaire et on a l'impression que bizarrement, tout bouge, tout se crée, tout se renouvelle, on innove dans tous les domaines. Mais alors quand il s'agit de créer une école, c'est toute une aventure. Le système n'est pas fait pour avoir l'idée que la société spontanément, naturellement ait besoin de créer des écoles régulièrement parce que, les attentes diffèrent, parce que les besoins des enfants et des parents, diffèrent et donc il y a on va revenir là-dessus, mais il y a une espèce d'inadaptation du cadre juridique, économique et même des représentations globales avec cette nécessité évidente de devoir créer régulièrement des nouvelles types d'écoles, des nouveaux types d'écoles. Donc cette liberté, elle a différentes facettes et il se trouve qu'elle est reconnue, la liberté d'enseignement, dans la plupart des déclarations européennes, internationales des droits de l'homme, enfin dans toutes plus exactement. Elle est aussi reconnue, par exemple, dans le magistère de l'Église catholique, de manière très appuyée elle est reconnue, depuis la décision de 1977 par le Conseil constitutionnel, elle est reconnue comme une liberté de rang constitutionnel. Donc une liberté qui n'est pas nommément citée, dans le préambule ou, dans le texte même de la Constitution française, mais qui est, déduit en fait un certain nombre de caractéristiques qui font de la liberté d'enseignement ce qu'on appelle un principe fondamental reconnu par les lois de la République, un PFRL. Qu'est-ce que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République? C'est un principe qu'on retrouve dans toutes les lois de manière continue et qui semble tellement évident et structurant qu'on finit par lui donner, le reconnaître cette caractéristique. C'est par exemple la liberté d'association aussi, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Si on prend par exemple, pour revenir à l'actualité, la question de pouvoir faire l'école à la maison, eh bien, ça a été reconnu, ça a été coulé dans le marbre de la loi en mars 1882 par Jules Ferry lui-même. C'est intéressant de voir qu'en pleine guerre scolaire, en plein bras de fer face à l'Église catholique, Jules Ferry lui-même n'a pas pensé une seconde à interdire le fait de pouvoir faire l'école en famille. Et donc nous avons toutes sortes de lois, toutes sortes de pratiques qui, pendant 138 ans, découlent de cette reconnaissance. Alors, il y a les ordonnances de 1959 qui reprennent la même idée. On ne parle plus de chef de famille puisque c'est plus à la mode, mais en 1882, Jules Ferry donne au chef de famille la possibilité d'instruire son enfant, avec une aide extérieure ou pas. Et en 1959, on dit tout simplement que les parents peuvent instruire leur enfant eux-mêmes. Et donc, on a un principe fondamental reconnu par les lois de la République parce que pendant 138 ans, il n'y a pas une seule loi qui retouche, qui modifie ce principe. Alors l'encadrement peut un petit peu changer, le type de contrôle, enfin des petits détails comme ça, mais l'idée même qu'on ait le droit de faire soi-même l'instruction de ses enfants n'est jamais contestée. Et donc on a a priori, dans ce volet-là de la liberté d'enseignement aussi, toutes les caractéristiques d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Reste à savoir si ça sera la décision du Conseil constitutionnel qui sera très vraisemblablement saisie par 60 députés ou 60 sénateurs dans le contexte de ce futur projet de loi. Donc on a une liberté de rang constitutionnel. Et à côté de ça, alors qu'on a une telle liberté, on a un régime juridique qui encadre cette liberté. Et aujourd'hui, il est consolidé, il y a toute une série de lois, mais c'est consolidé dans le code de l'éducation. On a toute une série d'articles qui organisent de manière très précise ce régime. Alors c'était un petit peu en désordre parce qu'il y a eu pas mal de refontes successives. Et à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, et puis ensuite à l'initiative de la députée Gatel, télécommandée, il faut bien le dire, par le ministère de l'Éducation, il y a eu une loi qu'on appelle la loi Gatel en avril 2018 qui a remis de l'ordre dans tout ça et qui a permis d'avoir un régime encore plus clair en serrant les verrous un peu partout parce que l'idée claire et nette du gouvernement, c'est que ça soit compliqué de créer une école. Donc, ils ont serré les verrous à peu près à tous les niveaux.
Et à l'époque, j'avais beaucoup travaillé pour desserrer, ces boulons, parce qu'il me semble important de pouvoir créer une école sans que ça soit l'escalade de l'Everest. Et le principal verrou qui demeure et qui est problématique, c'est l'idée que pour créer une école, vous devez avoir un directeur qui a 5 ans d'expérience, dans un établissement d'enseignement, quel qu'il soit, en fonction de direction, d'enseignement ou de surveillance. Alors ça constitue un véritable verrou et on voit que c'est assez absurde parce que, imaginez que vous soyez, par exemple, heu responsable éditorial, chez, Nathan. Ça fait 45 ans que vous éditez des manuels scolaires, ben, vous ne pouvez pas créer votre école. Imaginez que vous soyez orthophoniste, spécialisé, dans la dyslexie, ça fait 30 ans que vous accompagnez, les enfants, vous suivez des cohortes qui elles-mêmes sont suivies par des chercheurs, vous avez publié dessus et cetera. Pareil, vous ne pouvez pas fonder votre établissement. Donc on voit que l'idée, c'est quand même de faire un sorte de goulet d'étranglement au niveau de la création en exigeant, heu, des éléments, qui sont moins corrélés à une véritable capacité des créateurs d'écoles, qu'à un désir un peu endogamique de rester dans le milieu des gens qui ont déjà enseigné et dans l'idéal, on le sent, qui auraient déjà enseigné dans l'éducation nationale. Alors c'est dommage, parce que ça donne lieu à des contorsions, parfois à des hommes de paille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont monter un projet, ils sont gênés, alors ils cherchent quelqu'un parce que lui, il a les 5 ans requis. Cette personne, elle n'est pas vraiment forcément la directrice, elle n'a pas forcément ce goût, mais bon, comme elle a les comment dire? Les sacrements requis, eh bien, on va faire appel à elle et bon, tout ça est un petit peu, controuvé et malheureux, par rapport à un processus de création qui, me semble-t-il, devrait pouvoir être plus libre. Alors donc nous avons ce principe constitutionnel et nous avons un régime légal qui permet de créer des écoles. C'est pas insupportable si on a la capacité à, comment dire? À supporter à trouver quelqu'un qui ait bien les 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. Et quant aux professeurs, depuis la loi Gatel, ils doivent tous avoir un bac+2 minimum. À part ça, rien n'est très compliqué, si ce n'est que, il y a toutes les normes liées aux locaux qui sont très pénibles, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est normes d'établissement recevant du public, on sait que c'est quasiment sans fin en termes d'exigences. Et d'ailleurs, lorsque l'État veut fermer une école, par exemple une école musulmane, eh bien, il n'arrive pas à trouver, lorsqu'elle pose des problèmes en termes de radicalisation, il ne met jamais en avant des éléments qui sont des éléments liés au caractère anti-républicain, contraire à l'ordre public de tel ou tel aspect de l'enseignement qui serait dispensé dans cette école, mais il se place toujours sur le terrain, en général, toujours ou très souvent, sur le terrain d'un manquement en termes de sécurité ou de respect de l'hygiène dans les locaux, donc des normes ERP. C'est pour dire que ces normes ERP, lorsqu'on a la bonne volonté, de l'État et de la mairie, bah, ça va. Mais lorsque la mairie ou l'État, en fait, n'aime pas le projet pédagogique en question, eh bien, c'est souvent le moyen de tordre le cou à la liberté d'enseignement. Alors, on a effectivement un principe constitutionnel, mais dans la réalité, on a un principe constitutionnel qui n'oblige pas l'État. C'est-à-dire que l'État doit garantir l'effectivité. Enfin, l'État doit garantir la possibilité de créer une école et la possibilité des gens d'aller dans une école. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'opposer au fait qu'il y ait une alternative à l'école publique. Il ne peut pas s'opposer au fait qu'il y ait des endroits où il n'y aurait pas d'école publique, mais uniquement des écoles privées. Et non seulement il ne peut pas s'opposer, mais il doit créer les conditions pour que ça soit garanti. Pour autant, il n'a aucune obligation en termes, par exemple, de financement. Il n'a même aucune obligation en termes d'équité. Je peux vous dire ça dans des termes variés, mais prenons la dimension économique. Vous êtes parent, vous payez naturellement pour, vos enfants qui vont à l'école publique, vous payez par les impôts. Mais si vous êtes parent et que vous avez vos enfants dans un établissement sous contrat, vous payez pour les enfants qui vont à l'école publique, mais aussi pour, les enfants qui vont dans le sous contrat.
Mais si vous êtes vous-même, vous avez vos enfants dans l'établissement hors contrat, bah, vous payez, pour les enfants qui vont à l'école publique dans le sous-contrat et puis vous devez aussi payer la scolarité des enfants de vos enfants qui sont dans leur contrat. Et à cela, il faudrait même rajouter un autre élément auquel on ne pense pas assez souvent, c'est que comme les cours de soutien à domicile font l'objet d'une défiscalisation de 50, en réalité, nous payons tous aussi cette défiscalisation. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui fait le choix de faire l'école à la maison ou d'envoyer ses enfants dans un établissement privé hors contrat, il paie 4 fois. Donc ça veut dire qu'il y a bien liberté constitutionnelle d'enseignement, mais ça n'oblige pas l'État à une sorte de traitement équitable au niveau économique. Et il y a une situation aussi à laquelle nous sommes beaucoup habitués, mais qui ne va pas du tout de soi, c'est qu'on a cette liberté d'enseignement, mais en pratique, on va avoir la gratuité pour mettre son enfant dans une école publique, mais on devra payer pour le mettre dans l'école de son choix. Et pourtant, en tant que contribuable, on aura bien payé. L'école publique, elle n'est pas gratuite, elle est juste payée par les impôts. Donc on a un système public qui repose sur le fait de considérer normal comme assurer la gratuité, de l'école publique, mais ils trouvent ça normal de faire payer pour les écoles privées. En bon français, ça nous paraît logique, mais pour n'importe quel, étranger, ça paraît un chantage financier en réalité. Et des chantages, il y en a pas mal. Je vois qu'Arthur Lessy qui nous écoute, dit par exemple: «Les enfants scolarisés en établissement hors contrat ou en instruction à famille ne bénéficient pas non plus de l'allocation de rentrée scolaire». C'est tout à fait vrai, mais il y a plein de discriminations, il y en a même infiniment. Vous avez votre enfant dans un établissement hors contrat ou qui pratique l'école à la maison, vous ne pouvez pas l'inscrire au concours général, par exemple. Ou bien vous avez un enfant handicapé, il est à l'école publique, il a droit à l'AESH, donc l'accompagnateur pour le handicap. Vous le mettez dans le hors contrat, il le perd. Pareil pour l'AEH, l'allocation, élève handicapé, vous passez dans leur contrat, vous la perdez. Et on voit là que ça dépasse la pure logique économique parce qu'un enfant dans leur contrat fait économiser grosso modo entre 7 000 et 15 000 € par an à l'État. Donc, c'est pas qu'on coûte plus cher puisqu'on fait faire des économies, c'est que par ces éléments-là, l'État cherche à retenir les enfants dans le secteur public ou sous contrat. Et là, je pense important de dire un certain mot d'un pacte qui s'est établi en 1985. Vous savez qu'en 1984, il y a eu de grandes manifestations pour s'opposer au projet Savary de créer un grand service public unifié, laïque de l'école, le SPULEN, qui était dans le projet, dans le programme du candidat Mitterrand. Et donc l'idée, c'était d'absorber le public et le privé sous un seul grand service laïque unifié. Et il y a eu d'énormes manifestations qui ont permis de s'opposer à ce projet de loi et de garder l'indépendance des écoles dites libres. Et ça a été un bras de fer terrible. Et à l'époque, Chevènement est intervenu comme ministre pour remplacer le ministre Savary. Et il a mis en place une sorte de pacte à l'occasion du projet rectificatif de loi de finances qui était de dire on gèle le paysage tel qu'il est et donc on ne le fait plus évoluer. Et le paysage, il est comment? Il est que sur 100 écoles, il y a 20 écoles qui sont privées, en général catholiques, un petit peu protestantes, un petit peu laïques, un petit peu juives. À l'époque, il n'y avait pas d'école musulmane sous contrat. Et 80% d'enfants dans le public. Et puis il y avait déjà moins de 0,5 enfants faisant l'école à la maison. Donc on gèle ce paysage et on fait en sorte qu'il n'y ait pas plus d'argent à l'avenir qui aille vers le privé, puisque dans le privé sous contrat, il y a une subvention publique. Et donc l'idée, c'est que pour éviter la guerre scolaire, qui serait supposée naître s'il y a plus d'enfants qui passent dans le privé, on évite qu'il y ait plus d'enfants qui passent dans le privé que ce n'est le cas en 1985. Donc ça a été une loi pendant 1 an, et ensuite c'est devenu une coutume politique, et c'est devenu une sorte de tabou
gouvernement après gouvernement, il ne s'agissait pas de favoriser le passage d'enfants du public vers le privé. Et on peut s'interroger sur cette réalité parce qu'on a une liberté constitutionnelle, qui est la liberté d'enseignement. Les citoyens sont libres de leurs opinions politiques, de leurs opinions religieuses, de leurs convictions. Et on a un État qui nous explique que le bien de l'enfant, c'est d'être par préférence dans l'école publique, puisque tout est fait pour qu'il ne puisse pas passer de l'école publique à l'école privée sous contrat, et aujourd'hui encore moins dans l'école à la maison. Donc c'est une situation qui est quand même assez surprenante, finalement, d'autant plus qu'il y a régulièrement des sondages qui sont réalisés qui montrent qu'il y a bien 60% des enfants, bien 60% des parents qui voudraient scolariser leur enfant dans l'école privée s'ils le pouvaient. Donc on a un État qui pèse de son poids juridique, réglementaire, financier, pour faire en sorte que, contrairement à la volonté des gens, les enfants soient par préférence scolarisés à l'école publique. Je voulais attirer votre attention sur ce fait-là, parce que dans la loi actuelle, donc quand on crée une école, elle est hors contrat. Et souvent, on sent, lorsqu'on parle par exemple avec des responsables politiques, une pointe de reproche. Pourquoi êtes-vous hors contrat? Est-ce une manière d'être hors de la République? Est-ce une manière d'être dissident ou d'expliquer que l'école publique ne convient pas? Non, non, c'est juste que quand on crée, elle est hors contrat. Elle est hors contrat ou elle n'existe pas, elle est rien. Donc si vous créez une école, elle est par la loi hors contrat pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous pouvez vous tourner vers le rectorat et demander une inspection pour regarder si les conditions seraient réunies pour que vous passiez sous contrat. Et une inspection est diligentée ou pas par le rectorat qui va regarder si c'est le cas ou pas. Et en général, la réponse, c'est qu'il ne se passe rien parce qu'on explique que soit il y a un problème, soit il n'y a pas d'argent. Soit, si on a beaucoup de chance, c'est une première classe qui va passer sous contrat, puis une deuxième, c'est-à-dire qu'en fait, il va bien falloir 10 ans pour que la totalité d'un établissement passe sous contrat. Et depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le jeu est encore plus bloqué, puisqu'il avait dit dès le début de son arrivée qu'il ne passerait, qu'il bloquerait en fait complètement le fait de passer des classes sous contrat, et que donc le jeu serait complètement gelé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et de facto, il n'y a pas ou quasiment pas de passage de classe sous contrat aujourd'hui, alors que très paradoxalement, on a une demande forte de la part du hors contrat pour passer sous contrat, et que paradoxalement aussi, l'enseignement sous contrat coûte beaucoup moins cher à l'État que l'enseignement public. Et puis surtout, on a des classes aujourd'hui avec l'évolution démographique dans l'éducation nationale qui sont absolument surpeuplées. C'est d'ailleurs une des revendications les plus fortes actuellement des professeurs d'éducation nationale, que celle de voir leur classe réduite, car il n'est pas rare de trouver des classes à 35 enfants dès le CP. Donc, on a là une situation où le fait d'être hors contrat n'est pas encouragé, bien que ce soit un droit constitutionnel, c'est même relativement mal vu, mais si vous voulez passer sous contrat, ce n'est pas non plus possible. Et si vous voulez mettre votre enfant pour le scolariser à domicile, eh bien, on voit là dans le contexte actuel que c'est aussi perçu soudainement d'une manière assez problématique par l'État, puisqu'il veut interdire jusqu'au principe même de cette scolarisation. Et pourtant, on sait bien qu'en dehors du droit à la diversité pédagogique, qui est quand même un droit évident, on voit bien aussi que l'État ne sait pas faire face à la diversité des profils et qui ne sait pas quoi faire face à des profils qui ne sont pas adaptés à l'école. Je vais vous donner de nombreux exemples. Vous avez un enfant, par exemple, qui est à haut potentiel. La plupart des professeurs ne savent pas s'adapter à un enfant à haut potentiel dans le cadre d'une classe normale, ordinaire. Vous avez un enfant dyslexique ou pluridys, pareil, ça demande une attention, un traitement, des solutions qui sont très difficiles à déployer dans le cadre d'une classe nombreuse qui doit avancer à un programme précis, etc. Vous avez des problèmes d'audition, des petits handicaps ou des troubles de l'apprentissage. Votre enfant est atteint de TDAH, un trouble de l'attention.
c'est pareil, c'est extrêmement compliqué. Et là, je ne parle même pas de tous les cas d'enfants qui ont, tout simplement, à un moment ou un autre, des problèmes parce qu'ils sont harcelés, parce que leur sécurité n'est pas assurée, parce qu'ils sont atteints pour une raison X ou Y d'une sorte de véritable malaise, voire de phobie scolaire. Et ces cas-là se développent de manière très forte, parce que, l'école, dans la circonstance actuelle, assure de moins en moins une sorte d'autorité et de sécurité. Et donc dans plus en plus de parties du territoire, l'école est un lieu dangereux pour les enfants et malheureusement aussi pour les professeurs. Et donc on a une situation qui est quand même extrêmement choquante parce qu'on a un État qui n'arrive pas à honorer son obligation constitutionnelle d'assurer un égal accès à l'instruction. Ben ça, c'est une obligation constitutionnelle. L'État n'a pas l'obligation d'envoyer tout le monde à l'école publique, mais l'État a l'obligation d'assurer une offre publique, laïque, gratuite en tout point du territoire, et il a l'obligation d'assurer l'égal accès de l'instruction, quelles qu'en soient les modalités, pour tous les enfants. Or, qu'est-ce que ça veut dire l'égal accès? Est-ce que c'est juste le fait de pouvoir mettre son enfant dans une école quelconque? Ou est-ce que c'est déjà le fait de pouvoir mettre son enfant dans une école qui ne soit pas trop loin de chez soi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ruralité, par exemple, les écoles sont fermées année après année et il faut parfois faire jusqu'à 45 minutes pour pouvoir aller dans une école. Donc, dans quelle mesure la promesse républicaine est-elle honorée lorsque vous devez scolariser votre enfant maintenant dès l'âge de 3 ans, puisqu'on est descendu à 3 ans depuis l'année dernière, dans un établissement issu souvent de regroupements de différentes communes qui se situent à 30-45 minutes de chez vous? On voit bien que la promesse républicaine a quand même du plomb dans l'aile, ne serait-ce que pour cette question de la proximité. Si on passe à la question de la qualité, c'est encore pire, car la France a la lanterne rouge en matière d'égalité à l'école. C'est-à-dire que non seulement l'école publique, enfin le système éducatif, les tests sont faits que sur le public et le sous-contrat. Donc le système éducatif majoritaire, non seulement ne réduit pas les différences de niveau, mais il les accentue. Et la France est dans l'OCDE, à en croire les analyses PISA, le pays le plus désastreux à cet égard. C'est-à-dire que l'école joue le rôle d'accélérateur d'inégalités sociales. Donc on a une école qui, d'un point à l'autre du territoire, est de qualité extraordinairement inégale, ce qui fait que, si vous prenez le cas, disons, d'un enfant qui habite à Paris 16e arrondissement, il pourra aller dans plusieurs écoles publiques de grande qualité, ou quand même, en tout cas, au niveau sécurité, tout à fait, disons, acceptable. Il pourra aller dans des écoles privées sous contrat de grande qualité. Il aura aussi la possibilité d'aller dans des écoles hors contrat, parce qu'il y en a. Et puis, il pourra éventuellement faire l'école à la maison, avec tout un réseau, en tout cas, de médiathèques, de bibliothèques, d'activités périscolaires très déployées. Et si vous prenez un enfant, je ne sais pas, hier j'ai eu par exemple au téléphone un maire du Cher, d'une petite ville, et il m'expliquait sa situation. S'il perd un enfant dans sa commune, l'éducation nationale fermera l'école publique. Donc il me disait: «Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'attends comme la chèvre attend la mort là? Est-ce que j'attends que l'État finisse par fermer l'école parce qu'il manquera un enfant? Et donc on est à la merci de la fermeture à tout instant, ou est-ce que je prends les devants et je crée une école, je fais créer une école que je soutiens, et au moins on aura notre école associative qui pourra assurer la viabilité de notre village et maintenir les familles autour de notre village». Donc en fait, on a une situation où, en grande ruralité, il y a un retrait de l'État qui fait que les communes sont quasiment condamnées si elles ne prennent pas le taureau par les cornes et si elles ne font pas des écoles ou ne facilitent pas la fondation d'écoles. Donc voilà en gros la situation. On a en théorie un droit qui est tout à fait favorable, mais on a en réalité toute une série de difficultés et une absence d'égalité, une absence d'attention aux besoins réels de l'enfant.
Et puis on a globalement, une situation, qui n'est pas favorable pour, la dimension, religieuse, de l'enseignement. Alors je finirai par ce point-là. C'est un point peut-être qui serait intéressant plutôt de débattre ou sur lequel on pourrait plutôt peut-être, échanger. Je sais que votre histoire en tant que protestant n'est pas la même que la mienne en tant que catholique. Je sais que vous avez fait le choix, enfin, la plupart des grands ministres de l'éducation, enfin de l'instruction publique, comme on disait à l'époque, étaient des protestants, à la grande époque républicaine, à l'époque fondatrice, républicaine. Un des noms les plus fondamentaux, hein, dans toute la conception de l'école, républicaine est celui naturellement de Ferdinand Buisson, protestant, ancien pasteur. C'est vraiment le maître à penser de l'école républicaine et donc d'après ce que j'ai compris, vous avez fait le choix à l'époque de «remettre à l'État» entre guillemets le réseau, d'écoles protestantes. Chez les catholiques, ce n'est pas la même logique. Il y a une logique plutôt de confrontation assez longtemps avec l'État et ensuite aujourd'hui de collaboration, on peut bien dire ça comme ça, avec l'État, avec, l'idée, qu'il faut défendre le caractère propre, et qu'il y a moyen de s'entendre, pour être quand même subventionné par l'État, mais de défendre le caractère propre. Alors ça reste compliqué pour une double raison. La première raison, c'est que le caractère propre n'a jamais été très bien défini. Hem Et puis est-ce qu'il a le droit de se loger dans les matières profanes ou est-ce qu'il ne peut s'exprimer que, dans les matières hors programme, hors financement d'État, qui sont les matières de catéchisme, d'histoire de la religion, d'histoire des arts religieux et cetera. On voit bien que la tendance actuelle, c'est un rétrécissement, de la réalité du caractère propre pour le faire se loger, dans des dimensions finalement optionnelles, facultatives, non essentielles, en tout cas non académiques de l'école. C'était pas forcément conçu comme ça au début, mais globalement, il y a eu une sorte de retrait de l'ambition, qui s'explique certainement par le fait que cette loi est arrivée à un moment où l'Église elle-même s'était un peu désintéressée de l'école catholique et a pas forcément, voulu, être maximaliste dans l'utilisation des libertés propres à ce caractère propre. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement un petit peu différent. Il y a un désir de refaire vivre ce caractère propre, sauf que les habitudes ont été prises, et la société a évolué de telle manière aussi que ça devient très compliqué et donc ce caractère propre, il est ce qu'il est, il est très irrégulier et parfois c'est vraiment la portion congrue, parfois, ça peut être assez, conséquent. Mais enfin, il y a des choses qui ont complètement disparu. Par exemple, il n'y a plus de maisons d'édition, pour l'enseignement catholique sous contrat, il n'y a plus de maisons d'édition catholiques. Les programmes sont donc les mêmes, les manuels sont les mêmes que ceux de l'éducation nationale. Quand vous étudiez les parts de marché des différents manuels, c'est les mêmes parts de marché dans le public et dans le privé sous contrat. Vous avez la même formation des professeurs aujourd'hui, vous avez les mêmes inspections des professeurs, les mêmes diplômes, heu, le même volume horaire, le même, calendrier scolaire. Donc la différence, elle se loge essentiellement dans la différence sociologique, la capacité à avoir du personnel complémentaire, qui soit du personnel embauché par l'OGEC, qui va faire la différence au niveau éducatif, on va dire. Et il y a quand même globalement une réduction, très importante de la réalité de la transmission d'une culture, d'abord d'une connaissance de la foi et ensuite d'une culture, tout ça c'est largement écrasé et la différence entre les écoles publiques et privées, en tout cas sur le plan de la culture et de la transmission de la foi est quand même assez ténue. À ce titre-là, les écoles hors contrat ont servi d'aiguillon, parfois d'aiguillon excessif, mais en tout cas elles ont servi d'aiguillon et elles ont réveillé, pas mal les établissements d'enseignement, catholiques sous contrat, qui, dans certains cas, se sont mis à redévelopper une catéchèse ou des activités un peu plus, confessantes, si on peut dire, un peu plus claires sur la transmission de la foi que ce n'était auparavant. Maintenant,
si on réfléchit à ce que pourrait être un établissement chrétien, il y a 1000 manières de le concevoir. Mais en tout cas, déjà, ça paraît, et c'est pas aux protestants que vous êtes que je pense que vous me direz le contraire. Hem, la première des choses, ça serait quand même de connaître la Bible, de l'étudier. C'est pas le cas. Il y a pas de cours de Bible, il y a pas d'études de la Bible, dans les écoles, catholiques, en tout cas pas d'études obligatoires. De la même manière, ça serait quand même assez normal, d'avoir une formation religieuse qui dépasse le stade de l'éveil à la foi. Or, on a du mal à dépasser vraiment ce stade-là, et sous prétexte d'accueillir tout le monde, eh bien, on finit par faire absolument toute la scolarité de l'éveil à la foi. Et donc, de cette manière, ça patine intellectuellement, et il n'y a pas il y a une sorte de décrochage entre le niveau académique en matière profane et ce malheureux éveil à la foi qui a l'air de bégayer absolument toute la scolarité. Je pense notamment aux classes de philosophie. C'est évident qu'il faudrait pouvoir mettre en regard les cours de philosophie et les cours de religion, ce n'est pas le cas. En histoire, il serait indispensable d'avoir des cours sur l'histoire de l'Église, quelle que soit la version qu'on veuille en donner, plus ou moins sympathique à l'égard de l'Église catholique, mais ça serait quand même intéressant d'enseigner tout ça de manière un peu précise. Au niveau culturel, c'est pareil. Par exemple, toute la littérature chrétienne ou l'art chrétien n'est pas assez valorisé, n'est pas assez transmis dans les écoles chrétiennes. On a le sentiment que ça ne compte pas, c'est anecdotique, ou c'est sans intérêt ou dépassé, ce qui est bien sûr faux. Donc en fait, il n'y a pas de transmission dans les écoles chrétiennes, où la plupart du temps, la transmission est très faible ou anecdotique ou facultative sur le cœur du cœur de ce qui fait la dimension chrétienne, du moins dans sa dimension intellectuelle, parce qu'une école, c'est quand même un lieu de formation de l'esprit. Ce n'est pas un lieu militant, ce n'est pas un lieu cultuel, même si on peut bien sûr célébrer le culte ou la messe, mais c'est quand même le lieu de la transmission de la connaissance. Et sur ce terrain-là, je pense vraiment qu'on est très en deçà de ce qu'on devrait faire pour honorer le nom d'école catholique ou école protestante, bien que je connaisse beaucoup moins les écoles protestantes. Alors, je crois que sous contrat, il n'y en a pas beaucoup, enfin, peut-être que vous pourriez compléter ce point-là. Et quant aux écoles hors contrat qui se créent, j'en accompagne régulièrement. Elles ont quand même des difficultés à se faire reconnaître par l'État, qui a une approche souvent assez suspicieuse à leur encontre, encore plus qu'à l'égard des écoles catholiques, avec tout de suite l'idée que ça pourrait être des sectes, d'embrigadement. Il y a souvent un a priori qui est quand même négatif à la création d'écoles hors contrat par les évangélistes en particulier. Et ce que j'ai pu voir, moi, c'est que il y a certainement un besoin d'explication de ce qu'est une école protestante ou une école évangélique. Qu'est-ce que ça recouvre? Pourquoi c'est compatible avec la modernité? Pourquoi c'est compatible avec la liberté de conscience, la liberté aussi des enfants, entre guillemets, au sens large du terme? Et pourquoi c'est une richesse pour tous, et pourquoi elle mérite, entre guillemets, d'exister? Donc, ce que je voudrais dire pour conclure, et je crois que Philippe d'Arrentière aura une approche un petit peu similaire, c'est que la liberté d'enseignement est vraiment une liberté qui mérite qu'on s'en empare. C'est une liberté qu'on doit honorer et dont on doit faire plus de choses que qu'on en fait aujourd'hui. Et c'est le cas des catholiques qui doivent renouveler les formes en la matière, mais je pense que c'est aussi le cas des protestants, et que les uns peuvent stimuler les autres pour faire vivre de manière intelligente, en particulier la dimension intellectuelle et académique de la transmission de la foi, et pas simplement la dimension, disons, de l'oraison ou des cultes proprement religieux, en se rappelant qu'une école, c'est d'abord un lieu de formation académique et intellectuelle, et que cette dimension doit être honorée si on veut, comment dire, honorer notre baptême et notre conception d'être des chrétiens vivant sous le regard de Dieu. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Coffinier, pour cette présentation à la fois si vive et si complète.